Bon alors, on est dans ma cuisine parisienne avec Gaëtan Casanova qui est le président, c'est ça, du syndicat des internes. Voilà, Et pour un thé ou café, ce sera thé ou café du coup? café. Allez, c'est parti. Hop. Pour un anesthésiste, en plus, en général, j'avais que cette réponse de possible. Ça aurait été une trahison de toute ma corporation. Et donc je suis très content de t'avoir ici parce que moi, ça fait des années que je m'intéresse aux internes, notamment dans le train Paris-Amiens. Souvent, il y avait des internes qui circulaient entre Paris et Amiens, on avait des longues discussions et je le considérais comme aberrant, à la fois pour eux, comme salariés quelque part, et pour les patients, d'avoir des gens qui vont enchaîner 48 heures, 72 heures, 96 heures, où ils sont supposés être éveillés et tenir bon. Ben, oui, c'est étonnant. Nous, ça nous étonne depuis des années. En 2017, on avait essayé on va dire de mettre des mots là-dessus et de mettre des chiffres surtout là-dessus. Alors ce qu'on a réalisé, c'était une grande enquête santé mentale. On essayait de faire le point, pas que les internes, on avait également aussi les étudiants en médecine, donc qui sont plus jeunes que nous, et les jeunes médecins. Les chiffres, ils étaient catastrophiques, ça montait presque 70% d'anxiété, ça montrait 25% de symptômes de dépression, et il y a quand même 4% des répondants qui répondaient qu'ils avaient fait une tentative de suicide. Ça nous faisait à peu près 3 fois plus de risques de se suicider que le reste de la population. Donc ça, c'est des éléments qu'on connaît. Le fait de travailler trop, on sait également dans toutes les études scientifiques qu'on devient dangereux pour soi, ça c'est absolument évident. Par exemple, quand on travaille plus de 55 heures, on a 2 fois plus de risques de se suicider. Là, c'est juste pour la maladie mentale, mais ça augmente le risque d'AVC, ça augmente le risque d'infarctus, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est très dangereux. Et enfin, et c'est aussi le plus important, c'est dangereux pour les patients. Ce qui est clair, c'est que quand on fait 24 heures de garde sans dormir, à la 22e heure, en général, on sait, au fond de soi, on sait qu'il faut se préserver parce qu'on n'est pas aussi efficace que si on était en début de garde. Moi, je donne toujours un exemple, et je crois que tout le monde le comprend, sans études, c'est-à-dire imaginez que vous ou un de vos proches, vous soyez hospitalisé, vous arrivez, et puis là, le chirurgien, et puis bon, il y a une urgence chirurgicale, et le chirurgien qui doit vous opérer, c'est quelqu'un de sympa, il joue carte sur table, il dit bon, moi ça fait 80 heures que je bosse, ça fait 22 heures que j'ai pas dormi, on part au bloc. Je peux vous dire que si c'est vous ou si c'est un de vos proches qui va être opéré, vous allez passer des heures interminables d'angoisse parce que vous êtes conscient qu'il y a un risque. Ben voilà, aujourd'hui c'est une situation qui est presque institutionnalisée et qu'on ne remet pas en question. C'est pas aujourd'hui, alors on est là dans le temps du Covid, on va y revenir, vous avez déclaré hier être en grève, tous les internes, mais c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années, sans doute des décennies, peut-être un siècle que ça dure comme ça. Oui, ça fait en réalité l'erreur serait de penser que c'est uniquement dû à la crise. En fait, la crise sanitaire, ça a été un révélateur, un catalyseur. Je dis toujours ça, pour moi, sur plein de trucs, c'est un révélateur, c'est-à-dire comme en photographie, ça serait l'image qui apparaîtrait. Et là, ça fait apparaître la situation des internes, mais elle préexiste. Oui, bah, disons qu'il y a plus de souffrance pour une raison assez simple. C'est que un interne en médecine, ça reste un être humain, jusqu'à la preuve du contraire, et que comme tous les Français, on vit la difficulté de ne pas être auprès des gens qu'on aime, on vit la difficulté de ne pas pouvoir prendre nos parents, nos grands-parents dans les bras, etc. De ne pas pouvoir, là ça commence à changer, mais de ne pas pouvoir voir nos amis, bah ça crée de la souffrance à tout le monde. Je veux dire à tous les Français, c'est pas du tout spécifique, mais en revanche, à cette souffrance que tous les Français vivent, bah, se rajoute la souffrance quotidienne, qui était celle du trop de travail, qui était celle du harcèlement, etc. Donc ça l'a révélé, mais c'est un problème qui est préexistant, c'est quelque chose, lorsqu'on en parle aux vieux syndicalistes de l'ISNI, ça fait des décennies qu'on parle de ça. Vous travaillez où? Alors moi je suis à Cochin actuellement. Et dans quel service? En anesthésie. D'accord. Et donc vous avez du boulot lié au Covid ou? Alors moi, depuis le mois d'octobre, je me consacre uniquement au syndicat, donc j'ai arrêté, on va dire, après la première vague. Pendant la première vague, moi j'étais à Rothschild, et là évidemment on a vu, c'était très intéressant et en même temps un peu inquiétant, la neuroréanimation à Rothschild, donc on prend uniquement des personnes neurolésées, des AVC, des hémorragies cérébrales, etc. Et ces patients, alors qu'ils constituaient l'ensemble, la totalité même de nos patients, eh ben on s'est retrouvé en l'espace de 2-3 semaines de passer de 10 lits de réa à 30 lits de réa, et tous les patients qui étaient là étaient des patients Covid. Donc on a retrouvé des situations qui étaient
qui était étonnante, un peu inquiétante. On avait des infirmières qui étaient des infirmières de pédiatrie d'hôpital de jour, c'est-à-dire c'est les patients qui viennent le matin, qui repartent le soir ou l'après-midi et qui se retrouvaient avec des patients dans le coma, sous respirateur artificiel, etc. Donc ça a été vraiment quelque chose de saisissant, je crois plus que la troisième vague. La première, on a eu toutes les difficultés de la troisième, à part qu'en plus on a été surpris de tout. Tout était surprenant, on ne savait pas quoi faire, comment il faut protéger, est-ce qu'il faut mettre 2 paires de gants, est-ce qu'il faut mettre tel filtre, etc. Et tous les jours on changeait les protocoles, etc. Ce qui est normal, on n'aurait pas difficilement pu faire mieux, mais en revanche c'était excessivement stressant pour tout le monde. Et donc les hôpitaux, pas seulement pendant le Covid, mais de manière générale, quelque part, ils reposent sur cette main d'œuvre pas chère aussi. Donc 40% des médecins, me semble-t-il, sont des internes. Et après, il y a quand même beaucoup de ce qu'on appelle les FFI, les faisant fonction d'interne, et eux, clairement, il faut le dire, hein, c'est difficile d'avoir des chiffres dessus, mais c'est les bouches-trous. Typiquement, quand vous avez des stages qui sont malfaisants, dont on ne veut plus, eh bien, parce que pour des questions de harcèlement, pour des questions d'épuisement, etc., on fait venir des FFI. C'est les personnes qui sont plus précaires, tout simplement, parce qu'elles sont étrangères, elles n'ont pas les mêmes connaissances, elles ne vont pas savoir qui aller chercher. Et de fait, elles vont moins se protéger. Donc c'est une population beaucoup plus malléable. Et les internes le sont déjà beaucoup. 40% d'internes. Oui. Et j'ai lu qu'on avait allongé d'une année supplémentaire l'internat. Alors ça dépend, c'est très variable. Il y a une réforme qui est la réforme ce qu'on appelle du 3e cycle, hein, qui est la réforme de l'internat. Donc l'internat, je le rappelle, c'est à partir du moment où on se spécialise. Donc on a le 1er et le 2e cycle, qui sont les connaissances générales. Et à partir du moment du concours de l'internat, c'est là où on choisit une spécialité et on finit par se spécialiser. Et même la médecine générale est une spécialité. Oui, c'est ça, toutes les spécialités, maintenant toutes les spécialités ont un internat. On a des internats qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Et là, il y a pas mal de remous, donc difficile de trouver, de donner un pattern particulier. Il y a des spécialités qui ont dit on garde nos 4 ans, par exemple, d'autres qui ont dit on passe en 5 ans. Est-ce que la motivation pour dire la médecine générale, elle doit faire 3 ans d'internat et dans certaines spécialités, on va rajouter 1 an. Est-ce que la motivation, elle est en termes d'éducation ? Ou est-ce que la motivation elle est en termes d'économie en se disant bon, nos hôpitaux ils sont à l'os, donc on va avoir de la main d'œuvre supplémentaire tranquillement comme ça. Ben, la vérité est souvent complexe et il y a rarement une réponse, donc je dirais les deux. C'est-à-dire que les professeurs, les collèges de spécialité qui ont décidé d'augmenter leurs années, c'est parce que derrière il y a un programme pédagogique, etc. Donc il y a une légitimité pédagogique la plupart du temps. D'ailleurs, le gouvernement est assez opposé au rallongement des diplômes, et les internes aussi, parce que ça fait des études de 11-12 ans, enfin, c'est absolument excessif. Donc il y a un élément pédagogique, mais d'un autre point de vue, c'est absolument évident qu'un interne, donc, il est censé travailler 35 heures jusqu'à 48, c'est-à-dire qu'il est exactement comme tous les autres travailleurs, mais un interne, il travaille 58 heures et ça peut aller jusqu'à 70, 80 heures dans certaines spécialités. Bon. Qui travaille 35 heures ou 70 heures, il est payé pareil. Les heures, elles ne sont pas payées ni récupérées. Donc évidemment, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des internes qui font jusqu'à 50% de leur temps de travail qui est du temps administratif, parce qu'on se dit c'est quand même beaucoup moins cher de payer un interne à faire du secrétariat, enfin de ne pas payer un interne à faire du secrétariat, que dire peut-être manque-t-il ici une secrétaire, peut-être que dans ce service il y a des soucis de management et qu'on pourrait améliorer les choses. Toutes ces questions on ne se les pose pas parce qu'au fond on dit, eh bien c'est toujours simple, c'est-à-dire que quand on ne sait pas organiser un service, quand on ne sait pas faire de politique, eh bien on dit on prend les personnes, on va juste les faire travailler plus en se disant ça va résoudre le problème. On a là une manœuvre corvéable et peu cher, donc autant en profiter au maximum, y compris sur des tâches sous-qualifiantes. Bah, oui, alors sachant que c'est pas... oui, c'est sous-qualifiant, c'est-à-dire que je crois que c'est dommage de faire un médecin du secrétariat, pas que ça soit infamant, je veux dire, oui. On en fait tout le temps et tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas optimal dans le sens où aujourd'hui on a un nombre de médecins qui diminue. Il y a plus de départs à la retraite que d'arrivées. Donc le défi aujourd'hui, c'est augmenter le nombre de médecins, mais ça va mettre 10 ans. Entre temps, il faut quand même faire quelque chose. Donc le vrai défi pour essayer d'apporter un vrai service public de santé à la population, c'est d'augmenter ce temps médical. Et les gars, au lieu de dire on augmente le temps médical, on dit tiens on va leur faire des tâches administratives. Ben, c'est con, parce qu'en faisant ça, on empêche justement de mieux prendre en charge la population. Le défi il est là, il est que là d'ailleurs. On va pas
pouvoir créer des médecins comme ça ex nihilo. Donc il faut se battre là-dessus, mais aujourd'hui, c'est le choix de la simplicité qui est fait. On dit ça coûte pas cher, on va les faire travailler plus et puis terminé. Et donc là, tu dis toi l'année supplémentaire, bon c'est à la fois pour des raisons pédagogiques et économiques, les deux se cumulent quoi. Oui, c'est évident. Il y a un chiffre qui est très marquant qu'on publie ce mois-ci, on a fait une enquête sur l'attractivité des carrières. Et en fait, on a 23% des jeunes médecins qui veulent rester à l'hôpital public. Alors le premier argument qui est classique, c'est de dire oui, mais c'est normal, dans le privé, ils seront mieux payés, ce qui est vrai. Mais en fait, si on creuse un tout petit peu la question, et on comprend assez facilement, c'est pas le premier critère, c'est loin d'être le premier critère. En fait, ils partent dans le privé non lucratif pour beaucoup, où ils sont payés pareil. Alors c'est des organismes de droit privé, mais ils sont payés exactement de la même façon que s'ils étaient dans le public. Mais en fait, ils partent parce qu'ils ont un système où on trouve plus sa place, on a un système qui est moins hyper hiérarchisé, avec des pouvoirs hyper concentrés, et parce que pendant, pour dire les choses clairement, pendant 3, 4, 5 ans, on les a pris pour des cons, donc ils disent je me barre. La réalité, elle est là. Et c'est pour ça que moi, je suis assez critique du Ségur de la santé, où je trouve qu'il y a un décalage, si vous voulez, entre les moyens qui ont été déployés, que je juge conséquents, réellement, et le but de ce Ségur, c'était l'attractivité de l'hôpital public. On a augmenté les salaires, ce qui était nécessaire, mais on a l'impression que c'était une fin en soi, et qu'en augmentant les salaires, on allait garder les gens. C'est faux, par exemple, le meilleur exemple, c'est les personnels paramédicaux. Les infirmières, aujourd'hui, elles sont mieux payées à la PHP que dans le privé non lucratif. Pourtant, à la PHP, ils font des pieds et des mains pour les avoir, parce qu'elles partent, ou ils partent, dans le privé non lucratif, notamment. Donc on voit bien que le problème, il n'est pas que financier. Le problème, il est financier, mais c'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et malheureusement, avec ce Ségur, on ne s'est pas attaqué aux causes profondes, parce que qui dit cause profonde, qui dit cause structurelle, qui dit gouvernance, qui dit tout un tas de choses qui sont politiquement plus sensibles. Donc là, on a été, je crois, un peu au ras des pâquerettes en pensant qu'uniquement des revalorisations salariales allaient résoudre le problème de l'attractivité de l'hôpital. Et donc moi, c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, parce que je tiens à l'hôpital. Je ne dis pas qu'il n'y a que l'hôpital public. Le service public de santé peut être assuré aussi par des structures privées, notamment le privé non lucratif. Mais ce qui est certain, c'est que l'hôpital, il doit être là, il doit être fort, il doit prendre en charge les patients et bien les prendre en charge. Ça, je crois que c'est vraiment une exigence en France qu'on a et qu'il faut qu'on garde. Et ça commence à être compliqué, parce que quand on voit que le seul moyen de garder les gens, c'est de rallonger un tout petit peu les études en disant on va vous garder parce qu'on sait que vous allez partir, on sent qu'on est au bord d'une implosion quand même. Ça fait presque écho pour moi. Alors, tu sais, ce dossier m'intéresse aussi en rapport avec la jeunesse. J'ai des vendus là, notamment pour la jeunesse populaire. Là, on n'est pas tout à fait dans la jeunesse populaire, mais je trouve que c'est un peu les mêmes mécanismes qui sont mis en œuvre. Quand j'ai fait mon premier numéro de Fakir il y a 20 ans, mon premier dossier c'était sur les apprentis dans la restauration. Et il y avait un côté comme ça aussi, vous devez en chier quand vous êtes jeune, et puis après, peut-être que vous aurez votre resto, puis que vous en ferez chier à votre tour, quoi. Et là, j'ai l'impression que dans la médecine, c'est un peu la même mentalité qui est à l'œuvre, c'est vous devez en chier, et puis après vous aurez peut-être des gros salaires, et puis tout ça, mais dans un premier temps, la jeunesse, elle doit passer par ce temps où on vous botte le cul, et puis vous... Eh bien, il y a deux réponses là-dessus. La première, c'est que les personnes qui disent ça, en fait, au fond, n'ont pas compris. Ils disent, à votre époque, on travaillait, là c'était Jean-François Timsit, le chef de service de la réanimation infectieuse à l'hôpital Bichat, qui disait dans Libération, c'est déplorable de venir revendiquer, de limiter le temps de travail, moi à votre époque je travaillais 90 heures, etc. Et il disait ça il disait je vais peut-être passer pour un vieux con, mais au moins il a la qualité de l'auto-analyse, mais enfin vous avez ce type qui dit à votre époque je travaillais 90 heures, donc j'ai essayé de me poser des questions, j'ai essayé de voir d'anciens médecins, je me dis est-ce que c'était vrai? Oui, il travaillait 90 heures. Et c'est pour ça qu'on appelait les internats, on appelait ça internat, c'est-à-dire qu'à l'époque vous restiez à l'hôpital tout le temps. Et souvent à l'internat, c'était un lieu de vie. Mais ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y a 30 ans ou il y a 40 ans, quand on faisait un AVC ou un infarctus, le patient le foutait dans un pieu et éventuellement il mourait. C'est comme ça que ça se passait. Donc il y a le temps qu'on passe au travail, et il y a aussi l'intensité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Dieu merci, quand vous faites un AVC, par exemple moi qui étais à Rothschild, le patient il est pris immédiatement, ensuite vous le brancardez au scanner, ensuite vous allez refaire un scanner de contrôle, ensuite vous allez avoir un geste endovasculaire, etc. Et donc on prend en charge beaucoup mieux les patients. Mais la charge de travail n'est pas du tout la même, il y a l'intensité de travail. Je crois qu'il ne faut jamais séparer les deux. Ce serait une folie que de considérer que le travail c'est un nombre d'heures, et qu'un nombre d'heures ça veut rien dire. Il y a heures et heures, il y a des heures de très grande intensité. Donc ça c'est le premier élément. D'accord, et tu avais une deuxième réponse, c'est premièrement
Oui, c'était. J'ai perdu ma deuxième réponse. Bon, c'est pas grave. C'était quoi la question initiale? Sur le. Voilà, mais même quand je discutais dans le train, tu sais, avec les jeunes internes, je leur parlais des salaires. Oui. Pour moi, qui. Enfin, tu sais, je suis plutôt pour qu'il y ait un plancher qui remonte et un plafond qui descende. Oui, quoi. Oui. Et donc, c'est vrai que des fois, les salaires des médecins, je me dis, waouh, c'est haut quand même. Et eux, ils justifiaient ça en disant, oui, mais regarde le nombre d'années où on en chie pour y arriver. Et je trouve que on ferait mieux de valoriser mieux, y compris ces premières années où on travaille presque normalement comme des médecins, plutôt que d'être à un SMIC amélioré, sans avoir à attendre d'être libéré de ça pour enfin... Oui, je me souviens maintenant du deuxième élément. Le deuxième élément, c'était oui, sur cette histoire de j'en ai chié, il faut que t'en chies. En fait, intrinsèquement, les métiers du soin, on en chie pour des choses clairement. Pourquoi? Parce qu'on est confronté à la mort, qu'on est confronté à la souffrance, que les horaires elles sont durs, que l'intensité de travail est difficile, que le poids humain est difficile. Donc ça c'est intrinsèque à nos métiers. La question c'est de savoir est-ce que au-delà de cette souffrance qu'on partage en tant que soignant, on est obligé de subir de l'épuisement professionnel par-dessus ça? Je ne crois pas. Est-ce qu'on est obligé de subir du harcèlement comme ça peut arriver, de se faire insulter littéralement ou même de se prendre des coups de pied comme j'ai pu le voir dans certains hôpitaux? Non, la réalité elle est là. Donc est-ce qu'on doit en chier? Là c'est ce que vous révélez parce que autant moi j'étais déjà assez averti sur les horaires, les salaires. Et ce que vous révélez dans les dossiers de presse que vous sortez là, c'est le harcèlement, je ne sais pas si c'est par les chefs de service, par mais qui fait que bon, il y a des suicides dans les cas les plus paroxystiques, mais il y a un espèce de mal-être qui se développe, qui n'est pas seulement dû aux horaires, mais qui est aussi dû aux relations. Oui. Mais ça, en fait, c'est une raison qui est très franchement structurelle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de violence en médecine qu'ailleurs, quoique c'est possible que ce soit le cas, mais il y a une particularité. Le harcèlement, en général... Est-ce que tu peux décrire des cas quelle situation vous êtes amené à rencontrer? Alors, des cas classiques qu'on a pu avoir là typiquement dans une ville du nord-ouest de la France, c'est un praticien qui a collé une interne contre le mur et l'a peloté. J'ai été dans un établissement où un des chefs des services donnait des coups de pied à ses externes, traitait de salopes ses internes. J'ai été dans un établissement, je m'en souviens encore, c'était un service de gynécologie, l'interne est de garde. Elle appelle son chef de service au téléphone parce qu'il y a une patiente qui fait une hémorragie de la délivrance. Une hémorragie de la délivrance, c'est lorsque au moment de l'accouchement, on saigne plus d'un demi-litre. Et ça, évidemment, à partir d'un demi-litre, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, donc c'est un cut-off. Elle appelle le chef de service pour lui demander de l'aide par rapport à ça. Il n'y a pas urgence absolue au départ, mais c'est quelque chose de sérieux, il faut le prendre sérieusement. Elle l'appelle et là, il répond, et ça retentit encore en moi. Il dit... Tant que je ne verrai pas le sang couler sous la porte, traverser la salle de naissance, arriver dans la salle de naissance d'en face, je ne me déplacerai pas. Voilà. De même, il y a un cas qui m'avait beaucoup marqué, c'est un service très difficile, une interne qui a vraiment subi du harcèlement pendant toute la durée de son stage, et à la fin du stage, il y a un petit moment de convivialité où on offre des cadeaux, et le cadeau qui lui a été offert par ses chefs, c'est une boîte de mouchoirs. C'est excessivement violent. C'est excessivement violent. Et qu'est-ce qui explique ça? Comme la plupart des cas de harcèlement, c'est souvent un supérieur hiérarchique qui le commet, pas tout le temps, mais souvent, tout simplement parce que quand on a du pouvoir sur quelqu'un, soit on est quelqu'un de bien, on l'utilise pas, c'est l'histoire du tyran éclairé, soit on l'utilise pas, soit on l'utilise à mauvais escient. Alors le mieux c'est d'éviter le cumul des pouvoirs pour éviter de se retrouver face à ces situations-là, tout simplement. Donc c'est-à-dire d'introduire de la démocratie dans l'hôpital quelque part. Oui, ou dans les relations entre... Oui, il y a de ça, et même plus, il y a des éléments de démocratie, et puis surtout il y a des éléments opérationnels. C'est-à-dire moi qui crois beaucoup à l'efficacité du service public, parce que je me dis il faut qu'on ait cette obsession de toujours rendre un meilleur service aux patients, là à l'hôpital ou ailleurs. Aujourd'hui, on a un système dans les CHU qui est institutionnalisé, où vous avez, il y en a plein qui sont très bien, mais en fait, qui est une folie que personne ne comprend, notamment dans le privé, quand on leur parle de ça, ils sont fous, où vous avez le chef de service dans les CHU, qui est PUPH, c'est-à-dire il est enseignant,
chercheur, il est clinicien parce qu'il continue à avoir des patients, et il est chef de service. Il fait les 4 choses à la fois. Alors moi, ma théorie, c'est que quand on fait tout à la fois, en général, on fait tout mal. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que les services dans les CHU sont excessivement mal gérés. C'est pour ça que là, ça va un peu dépoter par rapport à ce qu'on entend, mais lorsque les médecins disent il faut une gouvernance plus médicalisée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si ça veut dire qu'il faut être moins comptable, moins administratif au sens... Je pense que ça veut dire que le financier et le management ne doivent pas l'emporter sur le médical. Non mais c'est ça, mais moi ce que je considère c'est que pour qu'il y ait un bon médical, il faut qu'il y ait un bon management, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en fait il faut que les équipes puissent travailler dans de bonnes conditions, que les relations entre les personnes soient saines, etc. Parce que sinon c'est déjà des métiers durs, si on doit arriver, et il y en a plein qui sont comme ça, qui arrivent la boule au ventre au travail, on peut pas arriver à soigner correctement les patients. Au fond, à chaque fois je reviens toujours là-dessus, c'est-à-dire qu'on finit par mal soigner les patients. Et donc pourquoi ces faits de harcèlement arrivent? Parce qu'il y a ce cumul des pouvoirs. Au-delà de ça, puisque la personne est enseignant-chercheur, c'est également souvent le directeur de thèse, le coordonnateur de diplôme. Et ce qui est particulier à savoir, c'est que quand vous êtes interne, vous choisissez une spécialité et une ville. Vous ne pouvez pas changer de ville. C'est-à-dire que pendant 3, 4, 5 ans, 6 ans, en fonction de la durée d'internat, vous êtes coincé dans la ville. Imaginez que la personne qui vous veut du mal, ce soit votre chef de service. Pas de bol, c'est aussi votre enseignant, votre directeur de thèse, etc. Si vous parlez, je vous dis pas les représailles, il est impossible de partir. Pendant 5 ans, vous êtes enfermé avec cette personne. Donc le résultat de ça, c'est qu'il y a une omerta totale et que vous vous taisez. Donc ça crée une relation de très grande dépendance, du coup, voilà. Oui, de dépendance et de soumission, très très grande, très marquante. Et avec des phénomènes, moi, qui m'ont beaucoup perturbé, c'est que souvent, mais ça c'est pas classique au milieu des internes, mais souvent, les victimes se demandent ce qu'elles ont fait, si c'est pas un peu de leur faute. Il y a vraiment une culpabilisation, une auto-culpabilisation des victimes qui est très marquante et inquiétante. D'accord. Et ça t'est apparu comment? Tu le savais d'avance quand t'es entré dans la médecine? Alors, je le pressentais quand je suis arrivé en médecine, donc là il y a des années, je ne le savais pas encore. Quand je suis devenu interne, je suis vraiment rentré pleinement dans les hôpitaux, je m'en doutais, mais ce qui a été ma prise de conscience, je crois, c'est quand je suis devenu président du syndicat. Et alors après, on a tous nos idées fixes et nos profils. Moi, j'étais ancien juriste, je voulais être magistrat, même procureur, donc peut-être que j'ai dû en garder quelques... La barbe, déjà, j'imagine le procureur avec des barbes. J'ai dû en garder quelques trucs, mais ce qui est certain, c'est que c'est très personnel que ce combat, qu'on ait autant insisté sur ce combat-là. C'est parce que j'ai toujours du mal, en fait, à me dire que je défends les internes sur des questions de thunes, etc., ce qui sont des vraies questions. Si je ne suis pas capable d'assurer ce qui me semble être la première mission d'un syndicat, qui est de protéger, ben moi, quand je vois qu'il y a des personnes qui sont malheureuses, quand j'ai des personnes qui m'écrivent dans des situations incroyables, et des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, quand j'ai des personnes en pleurs au téléphone, je me dis, c'est très bien toutes ces questions de savoir est-ce qu'on va mettre un peu de sel, un peu de poivre dans la réforme. Et moi, ce qui m'empêche de dormir aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui se tuent littéralement au travail, et en fait, mon combat, moi, c'est de les défendre. Je ne pourrais pas commencer à discuter du reste si j'ai pas essayer de mettre hors de danger ces personnes-là. Lorsque j'ai des parents, je veux dire une personne dont je suis proche qui a créé une association et qui a perdu sa fille depuis plus de 2 ans, et ben au lieu, et qui a travaillé 80 heures non-stop pendant 2 mois, qui a eu 2 décès la dernière semaine avant de faire un surdosage en bêta-bloquant et de perdre la vie, ben, au lieu de fêter l'anniversaire de sa fille, et ben, elle allait déposer des fleurs au cimetière. Ben, pour moi, ça, c'est intolérable. Et mon combat vraiment profond, c'est celui-là, et qui donne aussi une force immense. C'est qu'on ne m'entend pas parler d'heures supplémentaires, etc., alors que c'est des vrais sujets. On ne m'entend pas parler de rémunération, alors que c'est un vrai sujet. Si on regarde par rapport au salaire minimum, les internes en France font partie des moins bien payés. Donc tout ça, c'est des vrais sujets qui doivent être débattus. Mais moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est que je vois des familles qui sont détruites, je vois des couples qui sont détruits, je vois des amitiés qui sont détruites par ça, et des patients qui ont payé les pots cassés. Et pour moi, la première de nos missions, c'est d'éviter ces scandales-là. Je crois que c'est aussi important pour les soignants que pour les patients et pour notre service public de santé. Est-ce que tout va pas ensemble? Je veux dire, oui. Quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas de statut et il n'y a pas de reconnaissance des internes qu'il peut y avoir ce harcèlement souterrain, quoi. Bah oui, en fait c'est un symptôme. C'est-à-dire que la question de la rémunération, au fond, elle est symptomatique. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit toujours, c'est ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ouais. C'est vrai. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire de dire, bon, vous êtes payé 1600 balles pour faire 80 heures, je laisse calculer
Dès qu'on a quelque chose de très pratique, quand il y a des faits de harcèlement dans un service, et que c'est un gros service comme j'ai pu le voir, et bien là vous avez deux possibilités. Normalement vous pouvez retirer l'agrément de stage, c'est-à-dire la capacité à accueillir des internes. Vous le retirez, c'est-à-dire que vous virez les internes. Imaginons que ce soit un très gros service, qui prenne en charge beaucoup de patients. Si vous faites ça, vous enlevez 8 médecins, 9 médecins. Et donc vous avez des directions hospitalières qui sont, alors là pour le coup c'est le choix cornélien, hein, donc j'aimerais pas être à leur place, elles se disent soit je fais retirer l'agrément, ce qui est légitime, soit je les laisse pour continuer à prendre en charge les patients, mais ça veut dire que je laisse le renard dans le poulailler. Ou soit je retire le professionnel, mais là par contre ça demande un peu de courage, malheureusement on en manque peut-être. Et on se retrouve un peu dans la même situation où, dans les métiers du bâtiment ou même de la restauration et ainsi de suite, où il peut y avoir des gamins qui soient dégoûtés par le boulot, non pas parce qu'ils n'ont pas envie de faire ça, mais parce que les conditions dans lesquelles on leur fait exercer, c'est pas terrible, et on se retrouve avec la même chose quelque part dans la médecine. Mais c'est évident, moi il y a un chiffre que j'aimerais avoir qu'on n'aura jamais, donc c'est un vœu pieux, hein. C'est le nombre de personnes qui arrêtent médecine. Mais ça arrive, c'est probablement beaucoup plus important qu'on l'imagine. Il y a quelques jours, j'ai eu une interne, enfin une ex-interne justement, absolument adorable, qui, elle, en fait, a dit, ben moi j'ai arrêté médecine pour élever des chèvres. Parce qu'à chaque fois on en dit, on a l'impression que c'est un tout, mais non, c'est vrai, elle a dit, et je serais très heureuse comme ça, et je lui ai dit, au fond, je crois que tu as bien raison. Enfin, c'est tous ceux qui vont pas aller bosser dans l'hôpital public, notamment, quoi. Oui, c'est la même chose pour les infirmières, c'est la même chose, c'est pour ça que la question de la rémunération est assez secondaire. Les praticiens hospitaliers, il y a plein de postes qui manquent, donc des médecins, et pareil, ils vont dans le privé non lucratif où ils sont payés pareil. Il y a d'anciens chefs de service qui étaient des gens brillants, qui se sont barrés dans le privé non lucratif parce que le fonctionnement de l'hôpital public était devenu insupportable. Et donc, oui, il y a un malaise de l'ensemble de la profession, il y a plus de suicides chez les médecins, il y a plus de suicides chez les infirmiers, les aides-soignants, etc. Il y a une souffrance globale d'un système qu'on ne veut pas réformer profondément. Et c'est quoi l'héritage? Parce qu'on dit fonctionnement militaire et tout ça, mais de où? C'est la toute puissance du professeur Bah oui, il y a ça, il y a cette toute puissance du professeur qui s'est jamais démenti. Vous avez un système qui est étonnant. Ben, vous avez un système bicéphale, en gros, et qui se rencontre jamais. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les administrations hospitalières, qui sont nommées par le gouvernement, et donc qui appliquent une politique gouvernementale. Ensuite, on dit c'est bien, c'est pas bien, mais enfin, ils appliquent une politique gouvernementale. Donc, entre guillemets, ils sont pas en électron libre. Donc là, moi, j'y suis sensible, l'impact politique, il est important. C'est rassurant. Après, il faut voir ce qu'on en fait, mais c'est rassurant. Et de l'autre côté, il y a l'aristocratie hospitalo-universitaire qui vit de façon tout à fait parallèle. C'est-à-dire que les directions hospitalières, contrairement à ce qu'on pense, n'ont pas d'impact direct sur les chefs de service qui sont professeurs. En fait, eux, ils rendent compte directement au ministre de l'enseignement supérieur et de la santé. Et donc c'est comme ça que vous vous retrouvez dans des... Moi j'ai un grand hôpital parisien que je ne vais pas citer parce que je ne suis pas salaud, mais j'avais été très étonné de voir que tout l'hôpital était informatisé, et dans ce grand hôpital, il y avait un service, un très grand service. Le chef de service, qui est un gars tout à fait adorable par ailleurs, a dit bah, moi tant que je serai là, il n'y aura pas d'informatisation. Et donc on avait des secrétaires qui étaient payés à faire du tri de dossiers et de faire de l'archivage, mais ils avaient probablement autre chose à foutre. Et ça c'est très marquant, c'est que dans n'importe quelle structure, dans le privé non lucratif ou quoi, à un moment il y aurait une direction qui aurait dit bon, Coco... Je peux pas m'empêcher d'y trouver un charme. De quoi? Je peux pas m'empêcher d'y trouver un charme au gars, au Robinson sur son lit au milieu de l'hôpital qui dit non, moi il y aura pas d'ordinateur dans mon service. Mais non, mais il est sympa ce gars, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait, c'est quand même emmerdant parce que dans ce service, les patientes de ce service doivent aller dans d'autres services, mais ça veut dire que dans l'autre service ils attrapent le dossier, puis après ils finissent par le numériser, etc. Mais c'est le bordel, littéralement c'est le bordel. Et ces secrétaires, bah, alors déjà je pense qu'on pourrait revaloriser le fait qu'elles ont de choses à faire, peut-être que trier des dossiers qui pourraient être faits tout simplement au niveau informatique, et je suis sûr qu'elles pourraient trouver beaucoup plus de valeur, avec une vraie plus-value à leur travail, avec un meilleur service de plein d'autres façons en fait, et c'est ça qui est embêtant. Et donc
Dans un système normal, à un moment, on aurait recadré en disant ça va être informatisé, point barre. Et bien à l'hôpital public, dans les CHU, personne ne peut dire tant que je serai là, tant que j'aurai eu un fil de vie, ce sera pas le cas. Et ben c'est pas le cas. Donc là vous êtes en grève, mais c'est comme la grève de tous les trucs de médecine, de toute façon c'est que personne le sait, personne le voit. Non, alors non, justement, l'idée c'est de l'organiser là maintenant. En fait, on a été poussé par le temps, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui explique cette grève-là? C'est que le ministre s'est engagé publiquement. Olivier Véran, il a dit dans un courrier, il a utilisé ce slogan que j'aime beaucoup qui est tolérance zéro, engagement total, ce qui explique que notre campagne, eh ben, c'est tolérance totale, engagement zéro. C'est un peu salaud, mais il y a un peu de ça si vous voulez. On regarde sur Twitter, il dit je sais ce que la France doit aux internes, il faut s'engager notamment sur le respect de leur temps de travail, etc. Donc il a dit il faut faire respecter le temps de travail. Et il nous a dit on va commencer par une enquête sur le temps de travail. Bon, un tout petit peu étonné, parce que j'ai dit ce qui est assez étonnant, c'est que son conseiller lui-même, Philippe Morla, avait réalisé en 2018 une étude sur les internes de médecine interne qui montrait que 70% d'entre eux dépassaient le temps réglementaire. On a dit, bon, parce que nous, évidemment, on avait fait cette étude-là, elle le montrait aussi, mais... ça, ils m'ont déjà fait le coup plusieurs fois. Hein. Donc, ça permet de décaler tout, il sera peut-être plus ministre quand... Mais ça m'a pas échappé, donc j'ai dit, bon, peut-être... mais pourquoi pas? Ils ont dit, pour qu'il y ait un décompte du temps de travail, il faudra attendre que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Donc suite à ça, parce qu'on a déposé un recours au Conseil d'État justement pour faire décompter le temps de travail, pour correspondre à la législation européenne... Donc, ils ont utilisé votre démarche juridique pour dire, on repousse ça plus tard, du coup. Oui, mais alors à ce moment-là, il ne faut pas faire l'enquête. Et à ce moment-là, il ne faut pas s'engager en disant le temps de travail est pour moi une priorité. Donc si vous voulez, évidemment, on s'est senti trahi et insulté, pas moi personnellement, mais le syndicat et les internes. Et on ne peut pas, d'un côté, dire pour moi c'est une priorité, et ensuite jouer du pipeau en disant on va faire une enquête temps de travail, par contre on ne va pas compter les heures. Je leur dis mais alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi? Si l'idée c'était de savoir si le temps de travail est dépassé, ça a déjà été fait. Les internes, vous pensez qu'ils vont se bouger? Ben, je le pense, oui, et je le pense pour une raison simple. Et ce qui est certain, c'est que si je ne pensais pas qu'ils allaient se bouger, j'aurais pas fait voter à l'unanimité, quand même, ce qui est quand même rarissime pour une grève, de toutes les organisations d'ici, c'est-à-dire de toutes les villes de France, cette grève. Tout simplement, et ça j'y crois vraiment, profondément, c'est qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi on a fait médecine. Et pourquoi on a fait médecine? Eh bien c'est parce que, normalement, je l'espère, en tout cas j'en suis certain pour la majorité, c'est parce qu'on voulait d'une façon ou d'une autre soulager des souffrances. Et je me dis comment peut-on dire qu'on est médecin, qu'on veut soulager les souffrances et voir autour de soi, peut-être que nous-mêmes on n'est pas victime de ça, mais lorsqu'on voit à côté de soi un collègue ou une collègue qui sort en pleurs des staffs, c'est devenu naturel à l'hôpital d'avoir des personnes qui pleurent. Lorsqu'on voit des personnes qui sont épuisées, lorsqu'on apprend qu'un de ses collègues ou une de ses collègues est en burn-out, lorsqu'on voit les dégâts familiaux que ça peut faire, lorsqu'on apprend que dans son hôpital il y a eu un suicide. Donc là ils sont en grève aujourd'hui? Alors le dépôt de grève on le pose maintenant et la grève en gros va commencer à partir du 18 juin, il va y avoir une grande manifestation. C'est toujours difficile parce que les grèves de soignants, alors évidemment moi je ne tiens pas à ce que ce soit juste le brassard et on travaille encore, donc il y aura au moins une grande journée de grève où là les internes ne seront plus là, ça c'est certain. Et ensuite il faut évidemment, et c'est notre problème éternel ça, il faut arriver à concilier la vraie nécessité de faire une grève parce que ce combat c'est un combat pour la dignité, c'est un combat pour le respect des patients, des soignants, pour leur sécurité également, donc il faut la mener au bout. C'est pas négociable parce qu'il y a des drames aujourd'hui, on n'est pas sur des revendications sectorielles, financières, etc. Il y a des drames, il faut absolument le faire. Et donc on va avoir cette grande manifestation et ensuite pour la grève on va au moins avoir une grande journée de grève, mais ensuite il faudra voir comment on peut s'organiser pour être capable quand même de prendre en charge nos patients de façon optimale. C'est le grand débat éternel des soignants, mais notre priorité quand même, et ça je l'espère pour toujours, ce sera les patients. Donc il faut jongler entre les deux, mais on y arrivera. D'accord. Je me fais mon récap à moi là, à la fin. Je retiens un chiffre moi de ce que tu as dit, donc 40% des médecins à l'hôpital sont des internes, ça je le savais, mais tu me dis 80% des prescriptions sont faites par des internes. Oui. Donc ça veut dire que le temps de travail représente une telle masse, le double de la normale, que c'est comme si vous faisiez 2 fois plus de boulot, sans vouloir négliger celui des autres, mais donc ça veut dire que l'hôpital il tient plus si vous n'êtes pas là. Mais évidemment que l'hôpital ne tient plus si on n'est pas là. C'est la preuve, parce que lorsqu'il y a des faits de harcèlement et qu'on demande des retraits d'agrément de stage, de faire sortir les internes, les directions d'agences régionales de santé nous le disent à demi-mot, mais disent mais si on fait ça, on peut plus prendre en charge les patients. Et au fond, ils ont raison. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est dans un système où on a des personnes prisonnières, corvéables et soumises, et on sait qu'elles ne bougeront pas.
Mais on a besoin d'elle pour faire tourner l'hôpital. Donc aujourd'hui, oui, l'hôpital, c'est une espèce de pneu crevé sur lequel on met des rustines, mais quand il commence à y avoir plus de rustines que de pneus, ça commence à être dangereux quand même. Écoute, il est 10h, donc il est temps de terminer le thé au café. Pour se mettre au boulot pour de vrai. Eh bien, merci beaucoup. On fait thé au café, mais en fait on boit jamais, on boit jamais quoi, tu vois. Ah bah si, moi j'ai vu mon... j'ai vu. Tu nous as apporté des viennoiseries, allez-y.